Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal avec notre semaine politique qui continue après Fabien Covis lundi. Hier, Georges Ottilie qui nous parlait notamment de sa conférence qui aura lieu ce vendredi et l'occasion bien sûr avec lui de parler de la collectivité territoriale. Place à notre troisième invité de la semaine, invité politique, Sarah Albuquerque-Léanceau qui est la secrétaire générale de Walwari. Sont-ils prêts pour la collectivité territoriale de Guyane ? Y aura-t-il des alliances avec qui ils vont vers cette prochaine collectivité? Toutes les réponses, ça sera juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Ils étaient nombreux à l'espace Edmondré ce matin pour soutenir Gauthier Horte, le président très médiatisé de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, FEDOMG. Mis en examen pour plusieurs infractions présumées, orpaillage illégal, exploitation d'un site sans titre minier, blanchiment et travail dissimulé. Gauthier Horte sort de son silence, il assume et parle de décisions politiques. La semaine dernière, après un conflit avec la région, il avait déposé une tonne de terre devant la CCG. Sa mise en examen serait la conséquence de ce coup d'éclat. Il ne s'agit pas pour moi d'une affaire judiciaire, mais on pose bien le problème politique du sort qu'on réserve à un acteur économique qui se trouve tout simplement au milieu d'une guerre territoriale pour les ressources naturelles de ce pays, entre les ressources minières, les ressources foncières. L'enquête a démarré en août 2014. La justice soupçonne également la société de M. Horte de ne pas avoir remis tout leur extrait de l'ancien site d'orpaillage Grand Usine à la société d'affinage et d'après de métaux précieux, seule habilitée à traiter l'or en Guyane. L'enquête avait pour but de démontrer des liens entre moi et l'orpaillage illégal. Il n'y en a pas eu. D'accord ? Alors maintenant, la question du blanchiment. Allons-y, oui, on paye nos gars en or. Oui, on donne de l'or à nos gars. Donc oui, il y a des écarts entre la production. Mais parce que c'est culturel. On n'arrivera pas, c'est culturel. Donc il y a des écarts. Forcément, on arrivera sur des montants importants, puisque j'ai jusqu'à 4 chantiers en simultané sur les 3 dernières années. Donc allons-y. Personnellement, je suis prêt parce que ça fait partie de la lutte. Alors Gauthier, comment tu as dit sur le régime du code noir? Parce que tu sais que sur le régime du code noir, les noirs étaient privés de liberté. On te demande maintenant de racheter ta liberté. Alors moi je te propose, pour être positif, qu'il y ait une souscription si je les emmerdais. Racheter sa liberté car Gauthier Horte est tenu de verser une caution de 50 000 €. Le premier versement devait se faire aujourd'hui. Celui-ci n'a pas l'intention de le faire. Un dossier qui risque de ternir une fois encore l'image de la filière, pourtant très active en termes de lobbying auprès des pouvoirs publics. L'association de défense des résidents de la cité Maya à Matoury monte au créneau. Depuis plusieurs années, les habitants dénoncent des problèmes d'insalubrité des logements, inondations, fissures, effondrements. Cet après-midi, ils ont fait le tour de la cité pour montrer toutes ces malfaçons. Nous avons l'impression qu'on a du mal à nous croire, qu'on se demande mais pourquoi les gens rouspètent alors qu'ils sont dans des petites villas, des choses comme ça, tranquillement. On a voulu justement montrer la réalité, les nombreuses fissures, les problèmes que nous vivons au quotidien et surtout le fait qu'il y a eu une réhabilitation et pourtant les problèmes sont bien visibles, des fissures. Aujourd'hui, le bailleur envisage de démolir 37 maisons qu'elle vient de réhabiliter. Cette réhabilitation est aux frais des locataires. Construites dans les années 2000, ces maisons se situent dans une zone inondable. Alors à chaque grosse pluie, c'est la même chose. L'eau arrive dans les habitations. Les associations dénoncent l'attitude de la Seine-Samar et parlent de maquillage des problèmes par la société pour pouvoir revendre la voirie et les logements. Parce que la Seine-Samar qui a récupéré ce dossier a donc eu pour objectif de dire on va réhabiliter et on va pouvoir vendre. La façon dont ils s'y prennent pour vendre ces appartements, ces maisons, pour moi est inadmissible et incongrue. On ne peut pas me dire que vous êtes au courant qu'il y ait ces malfaçons et vous cherchez malgré tout à vendre des maisons qui n'ont pas de permis. Elles sont invendables. Même si on leur donnait l'autorisation de vendre, elles sont invendables. Qui va acheter une maison avec les défauts qu'il y a dans la résidence? L'association de défense accompagnée des représentants du mouvement Walwari et de Guyane Écologie souhaite une expertise des habitations. Il demande également au maire de Matoury d'agir pour que les locataires du lotissement Maya puissent accéder à la propriété dans des conditions de sécurité. Enfin, un dénouement pour l'affaire du BTP guyanais. Après un mois durant lequel la FRBTP a enchaîné les actions afin d'obtenir gain de cause sur sa situation, un protocole d'accord a été signé ce matin dans les salons de la préfecture.
Beaucoup de décisions qui ont été prises en quelques jours. La plus importante, c'est l'augmentation de la LBU qui permet de passer de la construction de 485 logements neufs à près de 900. Il y a également une forte mobilisation de tous les services de l'État pour débloquer 188 millions d'euros d'opérations qui étaient bloquées, pour lesquelles il manquait une délibération d'une collectivité locale, un tampon des services de l'État. Donc on s'est mobilisé pour débloquer ces 188 millions d'euros d'opérations qui s'ajoutent aux 160 millions d'euros qui fonctionnaient déjà normalement. Et puis le directeur des finances publiques a aussi pris un certain nombre de mesures très importantes pour les entreprises en difficulté. Une augmentation de la ligne budgétaire à 23 millions d'euros ainsi que le déblocage d'opérations qui étaient suspendues faute de financement. Malgré cet accord, le bilan reste incomplet sur d'autres points. Je pense qu'il y a une belle avancée, comme je l'ai dit. LBU, chiffre historique en Guyane sur une ligne budgétaire unique. Il n'y a jamais eu autant d'argent pour la construction de logements neufs, social. L'OIN, avancée majeure, ça fait 10 ans que l'on parle de cette OIN. Et à l'heure d'aujourd'hui, le décret va apparaître en 2016. C'était des éléments que l'on discutait depuis des années. Enfin, il y a un dénouement. Il n'y a pas tout, comme on l'a dit avec le préfet. On se revoit fin septembre, parce que sur le logement social, on ne va pas céder. L'objectif, c'est les 30 millions d'euros. On a les projets prêts pour faire ces 1500 logements et on les fera. Et donc fin septembre, on repart au combat. Pour la FRBTP, le combat n'est pourtant pas fini. En septembre, lors des dialogues annuels de gestion, l'état du bâtiment en Guyane sera de nouveau abordé. T'as des préservatifs? Tu prends pas la tête pour ça. En plus, tu prends la pilule. Oui, mais on n'a pas encore fait le test. Le test? Franchement, regarde-moi, non. J'ai l'air malade. Regarde mon corps. Y a pas plus clean que moi. T'inquiète, fais-moi confiance, bébé. Parler de la sexualité et de la vie affective des jeunes, c'est dans cet objectif que des élèves de Guyane sont allés à la rencontre de leurs compatriotes haïtiens en avril dernier. Un projet de coopération solidaire qui a débuté en 2012 et qui lie ces deux régions à un thème tabou. Cette problématique de l'éducation à la vie affective et sexuelle, elle est aussi prégnante qu'en Haïti et qu'en Guyane, nous avons beaucoup de ressortissants qui sont originaires, beaucoup d'élèves qui sont originaires d'Haïti. Et le sujet étant tabou, donc il nous a semblé important de travailler sur ce projet. À partir d'un jeu, à partir de discussions, à partir d'échanges, qu'ils puissent vraiment renforcer leurs connaissances et surtout mutualiser leur représentation. Cette initiative a permis de mettre en évidence un constat. En Guyane et en Haïti, les jeunes ont des relations sexuelles dès l'âge de 11 ans et ils ne connaissent pas les risques. Je me rends compte qu'il y a énormément de grossesses précoces, mais énormément aussi d'IST et d'élèves qui sont porteurs du VIH. Donc, à travers ce projet pour Haïti, c'est les mêmes comportements à risque des deux côtés, puisque lors de ma mission, j'ai pu constater sur 100 élèves que j'avais d'une classe, il y en avait au moins 5 qui étaient atteints d'infections sexuelles. Lors de ce voyage, les élèves de Guyane ont pu partager leur expérience. Ils ont pu se rendre compte également des différences de mentalité. En Haïti, le poids de la religion et autres croyances locales rendent difficiles les échanges sur la sexualité. C'était un sujet tabou parce qu'il y avait des choses qui... Quand la directrice n'était pas là, ils se livraient à nous. Mais quand elle était là, ils se baissaient un peu, ils arrêtaient de parler par rapport à ça. Et donc, ils pesaient leurs mots. Donc, voilà. Un film retraçant le cheminement du projet a été réalisé. Il sera diffusé aux élèves des établissements scolaires du second degré de Guyane et d'Haïti pour continuer l'éducation sur la vie affective et sexuelle chez les jeunes. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée ce soir, Sarah Albuquerque-Léanceau. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Vernet, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes secrétaire général de Walwari depuis 2009. Depuis cette année, mais à Walwari depuis 2009. Oui, à Walwari depuis 2009, tout à fait. Avant de revenir sur la collectivité territoriale de Guyane, c'est ce qui va animer tout le débat de la rentrée dans tous les médias. Revenons sur quelques aspects de combat en fait que vous avez mené, vous, avec l'équipe de Walwari, sur différentes thématiques, notamment sur l'octroi de mer, qui vous reste toujours à travers la gorge apparemment. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette négociation ? Eh bien, écoutez, la négociation de l'octroi de mer, qui s'est terminée tout récemment. Les élus actuels essaient de nous faire passer
essaie de nous faire passer cela pour une victoire, alors que ça ne l'est pas du tout. Et donc nous essayons de faire entendre notre vision des choses, puisque l'octroi de mer à l'heure actuelle, normalement, aurait dû être un outil qui aurait permis de favoriser le développement économique au niveau de la Guyane. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Comme vous le savez, nous avons énormément communiqué là-dessus, notamment, je pense, donc à notre chef de groupe, Madame Lilneta. Donc les familles de produits qui auraient dû être négociées en France, malheureusement, on était parti sur nombre de familles de produits. Malheureusement, il n'y a que quelques produits finalement, hein, et ça a été énormément réduit. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est absolument pas une victoire. Et bon, il faut savoir que ce sont à nos élus de se mettre en posture de négociation. Bon, malheureusement, les négociations qui auraient dû permettre à la Guyane aujourd'hui de favoriser le développement économique, bon, malheureusement, elles n'ont pas pu se faire. Donc aujourd'hui, on en est toujours au même point. Je rappelle encore une fois que le développement économique incombe à la région et qu'aujourd'hui, on en est encore et toujours à la même situation. La situation des familles guyanaises aujourd'hui, elle est désastreuse. Hein. On voit bien, je vois pas comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux familles que leur situation s'est améliorée, qu'au niveau de leur quotidien, que les choses se sont améliorées. Ce n'est pas du tout le cas. Certains pensent que c'est une victoire et qu'ils le disent. Mais ils ont tout intérêt à faire croire aujourd'hui que c'est une victoire et à le marteler sur tous les médias pour que les personnes aient l'impression qu'aujourd'hui ils se sont battus, qu'ils ont obtenu quelque chose alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait énormément de familles guyanaises qui puissent être en mesure de dire que oui, leur situation s'est grandement améliorée. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire pour revitaliser le tissu économique. On est vraiment, vraiment loin aujourd'hui d'une victoire sur quoi que ce soit et notamment au niveau économique parce que le bilan économique, je peux vous dire, il est catastrophique. La non-adhésion à la charte du parc amazonien de la commune de Camopi, beaucoup de pression médiatique notamment, vous déplorez tout cela? Oui. Alors, Walwari a été opposé à l'adhésion à cette charte. Il faut rappeler, bien sûr, tout cela, ça remonte pour nous, c'est tout découle de la maîtrise du territoire. Le parc amazonien rentre encore dans une dynamique de maîtriser notre territoire à notre place. Pour vous, c'est une mise voilà. Pour nous, nous ne pouvons pas adhérer à cette mise sous tutelle des populations guyanaises. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à Camopi, il faut revenir sur tout ce qui s'est passé. Donc ce premier vote en janvier où à l'unanimité quand même 13 des conseillers municipaux qui étaient présents ce jour-là ont voté contre l'adhésion donc à la charte du parc amazonien, vote qui malheureusement n'est jamais arrivé en préfecture mais qui est quand même inscrit à l'ordre du jour, je tiens à le préciser. Puis après bien sûr malheureusement il y a eu donc un changement de maire, il y a eu le changement de maire avant, il y a eu finalement un deuxième conseil municipal au mois de mai pour finalement voter exactement le contraire. Donc à 13 voix d'ailleurs et un vote un petit peu spécial parce que c'était un vote à bulletin fermé alors que les membres de l'opposition ne s'étaient absolument pas manifestés pour ce vote, d'ailleurs n'ont pas voté. C'est assez compliqué et aujourd'hui on se retrouve à une situation où ça a été l'élection du dernier maire a été annulée alors qu'au niveau de Cayenne on n'avait pas jugé bon d'annuler cette élection et finalement le Conseil d'État lui a jugé qu'il fallait annuler cette élection. Ça vous inspire quoi quand vous voyez tout ça? Je pense qu'il faut que tout le monde réfléchisse un petit peu à ce qui se passe actuellement dans ce pays. Il faut que les Guyanais, eux-mêmes d'est en ouest, s'intéressent à toutes ces choses qui se passent parce que ça ressemble beaucoup à une manigance. Je n'irai pas jusqu'à dire que on se moque un petit peu des Guyanais, mais est-ce qu'il n'y avait pas des intérêts à jouer dans le fait de repousser cette annulation d'élection pour que justement le vote de l'adhésion à la charte du pacte se fasse alors que peut-être il ne se serait pas fait. Maintenant, tout reste à faire, à nous de surveiller tout cela, d'être vigilants. Et Walwari reste vigilant quand il s'agit des droits des Guyanais. Le procès de Walwari contre le Front National a tourné court, en fin de compte? Bien écoutez, ce que nous souhaitons déjà retenir, ce sont les 3 victoires que nous avons remportées. Déjà en première instance, nous avons fait condamner et Madame Leclerc et le Front National, ce qui est quand même assez historique puisque de mémoire, aucun parti politique n'avait attaqué le Front National et gagné. Deuxièmement, le Front National et Madame Leclerc qui ne jugeaient pas bon de venir sur le sol de naissance de la députée, de notre actuelle garde des Sceaux, ancienne députée Madame Christiane Taubira, a été obligée de venir en Guyane puisque leur demande de dépaysement a été rejetée. Donc première victoire, leur demande de dépaysement rejetée et dernière victoire, le fait que ces personnes qui méprisent notre département, il faut le dire clairement, aient été obligées de venir et ce à 2 reprises. Maintenant, il est vrai que nous avons été déboutés
sur la forme, mais pas sur le fond. Donc ce que nous retenons, c'est notre victoire sur le fond. Aujourd'hui, comme toutes les personnes qui sont qui sont, j'ai envie de dire, je vais pas dire un mot trop fort, mais des malfrats, les escrocs, ils se basent sur les vices de procédure, ce genre de choses, pour échapper à la justice. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi nous avons assisté. Prêt pour la collectivité territoriale ? Toujours prêt. Walwari est toujours prêt. Walwari est toujours de tous les combats. Alors vous y serez avec quel candidat, comment vous travaillez? Certains partis, vous voyez, dans les médias, essayent de trouver des alliances pour y aller. C'est pas simple, des alliances qui sont pas simples des fois. Et des fois contre nature, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, je vous laisse dire. Comment vous y allez, vous? Est-ce que... Alors attention, on peut faire une alliance avec des amis en politique aussi? Écoutez, nous y allions déjà confiants et nous irons donc à la collectivité unique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Déjà annoncé. D'accord. Nous irons avec les meilleures personnes. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'annonce à faire, je vous le dis clairement. Il n'y aura pas d'annonce. Je ne vous ai pas posé la question. Savoir la tête de liste. Oui. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous volontairement, nous ne souhaitons pas communiquer actuellement donc sur ces détails. Par contre, oui, nous sommes toujours en cours de préparation. Nous sommes activement sur le terrain. D'ailleurs, c'est ce qui, pour nous, actuellement, est une des choses les plus importantes, c'est d'être présent sur le terrain, d'être à l'écoute de la population. Voilà, d'être à l'écoute de la population, d'être présent pour la population, puisque la collectivité territoriale de Guyane va être un gros chantier. Ça va pas être évident, ça va pas être facile. Contrairement à ce qu'on peut laisser entendre, que ça va juste être une continuité de la région, ce n'est pas du tout le cas. Tout va être à mettre en place. Je pense notamment à tous les agents des deux collectivités actuelles. Ça va pas être simple. Ils sont pas non plus dans l'extrême confiance de ce qui va pouvoir se passer. Que va-t-il se passer en janvier 2016 ? Voilà, ça va pas être facile. Donc il y a toutes ces choses auxquelles nous devons réfléchir. Nous devons être prêts à gérer tout cela, parce qu'il va pas seulement falloir gérer la collectivité territoriale de Guyane. Il va falloir mettre en place aussi l'intérieur de cette collectivité. Et ça va pas être de tout repos. Donc il va y avoir un travail immense. Donc ça se prépare, et ça se prépare avec beaucoup de sérieux et avec des personnes extrêmement compétentes. Et donc c'est avec des personnes comme celle-là que nous allons travailler et avec lesquelles nous allons monter notre liste. Donc qui est déjà quasiment fini. Bouclé. Mais bon. Alors, voilà, donc ce seront des annonces qui seront faites à partir de la rentrée. Oui, à la rentrée, de toute façon, voilà. on y sera tous avec des débats notamment. Est-ce que votre tête de liste est choisie? Même si vous ne le dites pas ce soir, mais est-ce que ça y est, c'est fait? Vous savez avec qui sera tête de liste? Sans doute faire d'annonce, mais est-ce que vous pouvez me dire ce soir, oui, on a notre tête de liste? Oui, nous savons avec qui nous voulons y aller. D'accord, très bien. Cette personne elle le sait aussi, j'imagine. Bon, nous avons mis sur ATG les jeunes au cœur du débat. Quand on voit tout ce qui se passe, toute cette violence qui se passe, on fait quoi de cette jeunesse? Et ça depuis les débats des municipales d'ailleurs. À chaque fois, on parle de jeunesse, et à chaque fois, effectivement, nous avons des responsables politiques qui viennent nous parler de cette jeunesse, 20% de la population à moins de 60, et 60% de la population à moins de 20 ans, etc. D'accord, très bien, mais quand on voit toute cette jeunesse et toute cette violence autour, on fait quoi? Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? J'imagine que ça fait partie aussi du cœur des débats chez vous, à Walwari. Tout à fait. Alors, comme vous le dites, voilà, le souci, c'est que depuis de nombreuses années, les élus politiques parlent de la jeunesse, mais malheureusement, parler, ça ne résout rien. C'est pas parler, il faut agir. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui n'a pas explosé hier, qu'on soit bien d'accord. Malheureusement, ce sont des choses qui montent, ce sont des choses dont on a déjà parlé, on a déjà interpellé, mais malheureusement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui fait qu'on a eu des élus qui aujourd'hui se retrouvent avec une situation qu'ils ont à gérer parce qu'ils n'ont pas, en amont, pris en compte cette jeunesse. La montée de la jeunesse, la démographie, ce ne sont pas des choses qui apparaissent du jour au lendemain, ce sont des choses que l'on prévoit, ce sont des choses qui sont prévisibles, il y a des statistiques, il y a des études qui sont faites, donc ce sont des choses que l'on peut prévoir. Donc en termes de formation, en termes d'accompagnement, aujourd'hui, effectivement, on va encore parler de chiffres, 40% des moins de 30 ans sont au chômage. Combien qui ne sont même pas compris dans ces statistiques ne travaillent pas, mais ne se déclarent pas parce qu'ils n'ont même pas d'espoir d'avoir un travail. Le niveau de qualification des jeunes... La région n'a pas mis le paquet sur la formation? Pour vous, pas assez? Non, je suis désolée. Il y a certains enjeux aujourd'hui. Il y a de gros discours aujourd'hui sur beaucoup de choses, vous remarquerez, au niveau de la région. Mais moi, je suis désolée, ce n'est pas à un an des élections que l'on découvre tous les enjeux majeurs de la Guyane. Les enjeux majeurs de la Guyane, moi, je vais parler pour Walwari, cela fait 20 ans que nous disons, voilà, tel enjeu, la jeunesse, la formation, le foncier, et énormément de choses.
aller sur tout le territoire. Ce sont des choses dont nous parlons depuis 20 ans. Aujourd'hui, à peu près 1 an de la collectivité territoriale de Guyane, ce sont des enjeux qui sont découverts par l'exécutif actuel. Non, moi je suis désolée, ce sont des choses qui devaient se prévoir en amont. Donc oui, nous, ça fait déjà 20 ans que nous prévoyons, nous parlons, nous proposons des choses. Donc si aujourd'hui, il y a des personnes qu'il faut mettre en responsabilité, c'est bien Walwari, puisque nous, en termes de projection, on n'a aucun souci à ce niveau-là. On se projette, on avait déjà prédit beaucoup de choses qui se sont passées, malheureusement n'ayant pas été aux responsabilités. Bon, mais voilà, aujourd'hui, le résultat. Alors, vous dites que vous êtes sur le terrain, vous sillonnez la Guyane. C'est quoi le retour? Qu'est-ce que vous entendez de tous ces compatriotes guyanais? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette nouvelle collectivité territoriale? Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi leur première préoccupation? Leur première préoccupation, alors pour ceux qui... Il y a 2 cas. Pour ceux qui maîtrisent bien le sujet, qui ont bien compris ce que va être la collectivité territoriale de Guyane, il y a une grande peur sur la personne qui va diriger cette collectivité territoriale, puisque cette personne aura tous les pouvoirs. Et donc cette peur de se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, nous ne souhaitons pas que certaines personnes se retrouvent encore au pouvoir, puisqu'il y a une espèce de confiscation du pouvoir et que là, ce sera encore pire si jamais certaines personnes se retrouvaient encore aux responsabilités. La deuxième chose, ce sont des personnes qui malheureusement ont moins accès aux informations et qui ont une perception assez floue de la collectivité territoriale de Guyane et qui ne voient peut-être pas forcément l'intérêt même d'aller voter, puisque pour eux, ce n'est que la continuité de la collectivité régionale actuelle. Et donc, pour eux, ils ne voient pas trop quels sont les changements. Donc, il faut bien sûr aller vers ces personnes, discuter avec elles. Bon, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus une minorité de personnes qui ont moins accès aux informations. Bon, nous aussi, nous allons, comme je vous ai dit, à la rencontre des gens. Nous faisons des ateliers citoyens, notamment sur la collectivité territoriale de Guyane, pour bien expliquer le fonctionnement, ce qui va en découler et voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour de cette collectivité territoriale de Guyane. Sarah Albuquerque-Léanceau, dernière question. Vous le disiez vous-même, la personne qui aura en charge cette collectivité territoriale, cette nouvelle collectivité, aura beaucoup de pouvoir, il y aura beaucoup d'argent à gérer également. Ça veut dire qu'il faut que cette personne soit une personne d'expérience. Est-ce qu'il y a cette personne-là dans vos rangs, avec toute cette expérience politique et de gestion? Est-ce qu'il y a ces gens-là dans vos rangs? Oui, tout à fait. Alors, vous avez bien raison de dire, effectivement, il faut quelqu'un qui ait une grande expérience. Politique aussi? Oui, une grande expérience. Et de gestion? Politique, de gestion, qui sache rester debout, qui soit en position de négocier avec l'État. C'est surtout ça, il faut avoir... Et pas de se coucher? Exactement, il faut avoir une posture politique, il faut rester, comme je vous le dis, il faut rester debout, il faut avoir une sacrée colonne vertébrale pour pouvoir briguer ce poste et surtout pour pouvoir faire les choses qu'il y a à faire pour développer la Guyane, pour que la Guyane ait enfin le développement qu'elle mérite pour sa jeunesse et même pour les moins jeunes à l'heure actuelle. Il faut absolument quelqu'un qui soit assez fort, assez costaud, assez charismatique, qui soit en position d'aller négocier avec l'État. Et oui, nous avons cette personne-là dans nos rangs. Qui? Vous le verrez en temps et en heure. Ici, vous venez nous le dire ici? Très certainement, oui. D'accord, très bien, merci. Merci Sarah Albuquerque-Léanceau. Je rappelle, vous êtes secrétaire générale de Walwari. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Demain, notre invité sera Fabien Canavi, conseiller général, conseiller régional, coprésident de la commission ad hoc et aussi secrétaire général adjoint du MDES. Ça sera notre invité demain soir. Voilà, dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquésot, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.